Bienvenue à tous dans ce 47e café virtuel. Ce matin, nous allons parler résilience. Qu'est-ce que la résilience en entreprise? Quel est le rôle du manager sur le chemin vers la résilience? Pour répondre à ces questions, nous accueillons Vanessa Delcourt, qui est coach. Je te laisserai te présenter afin d'expliquer un peu toutes les vies que tu as eues avant d'arriver à cette reconversion. Ouais. Bonjour à tous. Déjà, je vous félicite de prendre une heure de bon matin pour venir travailler ou écouter sur un sujet qui est la résilience, et donc un sujet plutôt de développement personnel et professionnel. Moi, je suis ravie d'être là parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, la résilience. J'ai passé, avant de devenir coach, j'ai passé 25 ans dans l'industrie, dans les systèmes d'information. 10 ans en tant que consultante en système d'information chez Accenture et chez Capgemini. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Sanofi au digital comme directrice de programme et comme manager. Et puis, il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, j'ai décidé de mettre au service des entreprises et des personnes les compétences que j'ai développées en tant que manager et coach. Voilà, donc j'ai mené une reconversion qui m'a amenée là aujourd'hui à vous parler de résilience. Ce sujet très important, étant donné que c'est une problématique de plus en plus présente en entreprise, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaie de faire de ce moment un moment interactif. Alors, comme on est nombreux, plutôt via le chat, mais surtout, n'hésitez pas, Charlotte va m'aider avec les commentaires, à mettre vos commentaires, à poser des questions. Je vous amènerai peut-être à réagir dans le chat. N'hésitez pas, je prendrai, si je lui arrive, les questions au fil de l'eau, et puis sinon, on se laissera un petit moment à la fin pour prendre les questions. Voilà. Alors, la résilience. Pour commencer, j'avais très envie de revenir à l'origine de la résilience. La résilience, à la base, c'est un terme qu'on utilisait plutôt pour les métaux, et c'est la capacité d'un métal à résister au choc et à revenir à son état initial. Donc, originellement, voilà, c'est plutôt un terme qu'on utilisait quand on forgeait ou quand on travaillait les métaux. On a vu ce terme entrer dans le monde personnel, on va dire, avec la résilience dans le domaine personnel, avec quand on décrit une personne résiliente parce qu'elle a vécu des obstacles, parce qu'elle a passé des difficultés, elle a eu un décès, et donc sa capacité à se remettre après, à passer par ces obstacles. Et puis récemment, on a vu la résilience rentrer dans les entreprises liée à un contexte de transformation de plus en plus important. Et donc, on va commencer par ça. Je vais vous donner le contexte de la venue du terme de résilience en entreprise. Donc, comme je l'ai dit, la résilience, elle vient dans un contexte de transformation de plus en plus nombreuses et diverses dans l'entreprise. Alors, je veux bien que vous me mettiez dans le chat, pour vous, quelles sont les transformations auxquelles est soumise, excusez-moi, l'entreprise depuis quelques années. Quel type de transformation vous subissez dans vos entreprises ou vos entreprises subissent? La mobilité, le changement d'organisation fréquente, le tout digital, les rachats, les besoins clients, j'imagine les besoins clients qui varient, le rapport entre les individus et le travail, les mergers and acquisition, la digitalisation, l'aspiration des jeunes, les outils collaboratifs, la cybersécurité, la pénurie des RH, l'exigence normative. Ok, bon. A priori, je vois que vous avez une bonne compréhension des transformations qui se font dans l'entreprise actuellement. La disponibilité permanente de l'IT. Tout à fait. Donc là, moi, je vous en présente une liste qui n'est pas totalement exhaustive, parce que je vois que vous avez même mis des choses qui sont peut-être pas dans ma liste, et bravo à vous. Aujourd'hui, moi, voilà, les grandes transformations dont on parle le plus fréquemment, c'est en effet les transformations technologiques et la digitalisation, qui a commencé il y a longtemps, mais qui continue.
L'automatisation, avec sa partie maintenant intelligence artificielle, avec l'impact de l'intelligence artificielle, qui vient jouer un jeu dans l'automatisation, le remplacement des ressources par des outils informatisés. En effet, vous en avez parlé, les transformations organisationnelles, les restructurations, les fusions, les acquisitions, les modes de management et d'organisation qui ont évolué. On est passé de mode très hiérarchique à du mode matriciel. On est revenu en arrière. Là, on a l'arrivée maintenant de l'agilité. Et vous le savez tous, l'agilité vient perturber, vient impacter nos modes d'organisation et le rôle que jouaient certaines personnes dans les organisations, par exemple les managers qui doivent passer d'un mode gestion de projet, ou les chefs de projet qui passent d'un mode gestion de projet traditionnel à un mode agile. On voit la transformation du marché avec, par exemple, l'évolution de la demande des consommateurs. Les consommateurs, par exemple, dans le textile, qui aimaient aller en magasin et qui maintenant achètent de plus en plus sur Internet. Donc ça amène à revoir les façons d'adresser les marchés. La concurrence change, les stratégies concurrentielles. La mondialisation est venue impacter. Le retour à du plus tout français qui vient à nouveau changer l'environnement concurrentiel. Et tout ce qui est lié aux transformations réglementaires, changements législatifs, normes environnementales. On sait que dans la pharma, dans l'agroalimentaire, les contraintes sont de plus en plus fortes liées aux réglementaires et il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de comment est-ce qu'on peut arriver à naviguer, rester agile, rester innovant malgré toutes ces contraintes. Bien évidemment, les événements géopolitiques, les transformations socio-économiques, les transformations liées à la santé publique. On a vu l'impact du Covid et le fait que le Covid et la pandémie ont du jour au lendemain amené les entreprises à envoyer leurs employés en télétravail avec des entreprises qui étaient prêtes. Et moi qui ai travaillé chez Sanofi, ça s'est fait sans heurts parce que c'était déjà présent. Et puis d'autres entreprises où vraiment ça a été un choc, ça a été un changement très brutal où les personnes ont perdu leurs repères. Voilà. Et vous avez mentionné, par exemple, l'arrivée des nouvelles générations qui travaillent différemment, que j'ai peut-être pas dans ma liste. Voilà, donc des transformations, en effet, très variées. Et je vous apprends rien. Des transformations qui s'accélèrent. Donc là, c'est un schéma qui montre la tendance entre 1750 et 2010. Donc voilà, on voit une augmentation exponentielle. Mais c'est vrai qu'on se sent tous un peu submergés par l'accélération des changements. Je vais mentionner les changements liés à la pandémie, l'arrivée de l'intelligence artificielle qui vient de manière assez violente changer nos façons de travailler et qui peuvent amener les salariés à se retrouver dans des situations qui peuvent être nouvelles, inconfortables. Voilà. Ce qu'on constate en entreprise, c'est que ça génère de la souffrance. Alors, pas pour tout le monde, hein, parce que justement, on est plus ou moins résilient déjà de manière innée, mais globalement, ces changements de plus en plus nombreux, de plus en plus protéiformes, de plus en plus rapides et brutaux, créent un certain nombre de situations qui génèrent du stress et du surmenage. On a un chiffre qui dit que 32% des salariés expriment le fait que leur travail a un impact sur leur santé mentale. On est sur des chiffres qui augmentent beaucoup et qui sont liés à ces situations-là qu'on peut retrouver dans ces situations de changements nombreux et brutaux. Une impression des fois de naviguer à vue, de ne pas comprendre la stratégie de l'entreprise, de ne pas comprendre où l'entreprise va parce qu'elle allait dans une direction puis elle va dans une autre. Le fait d'être soumis à des injonctions contradictoires, et je dois partager que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir dans mon entreprise, le sentiment que finalement, entre les discours stratégiques et ce qui se passait sur le terrain, il y avait des incohérences. On nous disait empowerment à fond, soyez responsables, et on était soumis à des processus j'ai été soumise à des processus hyper contrôlants parce que finalement, les organisations n'arrivaient pas à s'adapter assez rapidement aux changements de stratégie ou aux nouvelles cultures que l'entreprise essayait de mettre en place. Quelque chose autour de la zone de confort, c'est-à-dire que les changements d'organisation que l'on voit amènent les organisations à changer leur organisation et à amener les gens à être
plus rapidement et plus souvent hors de leur zone de confort, ce qui peut être une vraie souffrance. La zone de confort, c'est un endroit où on est protégé, où on se repose. Et quand une nouvelle organisation est mise en place et qu'on va, entre guillemets, remplir un peu les boîtes avec les ressources qu'on a, en n'ayant pas toujours le temps de former les gens ou de les préparer correctement au changement ou de les accompagner, on va les faire sortir de leur zone de confort et on va amener du stress et du surmenage. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les entreprises vraiment aient conscience de l'impact sur les employés de tous ces changements qui sont essentiels et indispensables à l'entreprise pour pouvoir suivre, on va dire, le mouvement. Mais il faut prendre en compte mieux l'impact sur les salariés. Et c'est ce que j'écris là, c'est qu'on ne va pas pouvoir demander aux entreprises d'arrêter de changer, mais peut-être de gérer mieux leurs changements et surtout d'aider les salariés à mieux les vivre. Et c'est là que la résilience rentre en jeu. C'est sur comment est-ce qu'on aide les salariés à mieux vivre ces changements. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, donc, c'est de faire un petit focus sur qu'est-ce que c'est que la résilience, rapidement. Ensuite, comment est-ce qu'on développe la résilience du manager et ensuite, comment est-ce qu'on renforce la résilience de ses équipes? Parce que vous le verrez, ce qui est important quand on parle de résilience, c'est vraiment de considérer que la résilience doit être travaillée à tous les niveaux de l'entreprise. Le manager joue un rôle très important et c'est pour ça qu'on va faire un focus sur lui, vraiment aujourd'hui, mais il faut aller travailler la résilience à tous les niveaux. Alors juste, je crois que Michel avait une question. Ah, oui. Oui, alors je suis désolé, je me réveille un peu tard, mais pas de souci. À tout ce que vous avez dit, je rajouterai des choses que moi j'ai vécues dans ma carrière. Donc, un plan social. Donc, j'ai vécu un plan social où, par exemple, toute mon équipe informatique, on est 35, on s'est fait mettre à la porte comme expérience traumatisante. C'est quand même assez intéressant. J'ai vécu une cyberattaque où on a arrêté l'informatique pour une société. Et entre autres aussi des choses qui ont été assez traumatisantes. J'ai vécu des rachats. Vous avez et vous n'êtes pas en position de force parce que vous êtes racheté et vous avez des comment dire des combinaisons de DSI avec forcément des postes qui deviennent vite des sièges éjectables. Voilà, je voulais juste rajouter quelques exemples qui peuvent être traumatisants. Ouais, merci beaucoup. Et je pense que on pourrait en trouver plein d'autres parce qu'il y a vraiment des situations très très spécifiques à certains domaines industriels ou certaines entreprises. Mais en effet, et c'est vraiment la difficulté, c'est que il y en a beaucoup de formes. Et puis vous l'avez dit, par exemple le cas de la cyberattaque, il y a des cas où c'est extrêmement violent. Et où là, on se retrouve dans une situation de crise à gérer et qui peut être très violente pour les salariés. Merci pour ces rajouts. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions et que c'est OK pour vous, d'autres commentaires, on va passer à la résilience. Ce que je vais vous demander, c'est juste, est-ce que vous pourriez me mettre des synonymes du mot résilience? Idéalement des petits synonymes de qu'est-ce que c'est que la résilience? Patience. Rebondir, la motivation, l'acceptation, résistance en souplesse, croire, redevenir. OK, endurance, capacité à se mettre en question, force de caractère, persistance, antifragile, rester calme, lutter. OK, je vois qu'il y a déjà une bonne compréhension, se maintenir, la continuité, assurer la continuité, prioriser. Bon, j'ai rien à vous apprendre alors. Je m'en vais. Non, je vois qu'il y a déjà une bonne compréhension de ce que c'est la résilience. Par curiosité, moi, j'ai demandé à mon ami ChatGPT, avec qui je passe beaucoup de temps en ce moment, quels étaient les synonymes de la résilience. Et c'est vrai que ça m'a interpellée parce que synonyme de la résilience, il a mis capacité de rebond, flexibilité, ténacité, endurance, robustesse, récupération, élasticité, résistance, force intérieure. Et moi, ça m'a interpellée. Parce que on est sur des termes qui sont très dans la force, dans presque le courage, etc. Or, en fait, pour moi, la résilience, c'est un peu, il y a un peu de ça, mais c'est un peu l'opposé parce qu'on est plutôt dans les termes que j'ai vus là, la continuité, le rebondir. Alors bon, il y est la rebondir, mais non, il n'y est même pas. Si, capacité de rebond. Mais on est dans quelque chose qui est plus
doux et qui est justement comment est-ce que je travaille ma flexibilité, ma capacité à m'adapter, comment je m'écoute, voilà. Donc je trouvais ça intéressant d'aller regarder et voir quels sont les termes qui viennent chez vous. En tout cas, ChatGPT, pour lui, on est un peu dans la puissance et vous allez voir que en tout cas pour moi, ma conception de la résilience, elle est un peu différente de ça et voilà, je tenais à le mettre en avant. La résilience, c'est quoi? La résilience, ça consiste à naviguer dans l'adversité ou être capable de naviguer dans l'adversité, de s'adapter au changement, de gérer les obstacles et de rebondir après les échecs. Donc, on retrouve tous les termes que vous avez dit qui sont synonymes de ça et qui vraiment représentent cette capacité à être bien, en fait, être investi, être motivé dans un environnement de changement, d'obstacles et d'échecs et donc arriver à continuer malgré les obstacles et rebondir après les échecs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la résilience dans les organisations, elle va se jouer à 2 niveaux, bien évidemment. On va pouvoir travailler sur la résilience individuelle, la résilience de chaque personne, et donc il va être intéressant d'aller travailler et d'aider les gens individuellement à développer leur résilience. Et puis, on va travailler sur la résilience collective, c'est-à-dire qu'on va essayer et on va s'atteler à faire en sorte que les équipes, les organisations soient résilientes. Et donc, on pourra travailler à différents niveaux, le niveau individuel et le niveau collectif. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais sur la résilience parce qu'on va y revenir sur qu'est-ce que ça veut dire au niveau individuel et au niveau collectif. S'il y a des questions, n'hésitez pas, même si j'oublie de vous d'appeler aux questions, Charlotte me rappellera à l'ordre. Alors, développer sa résilience individuelle, et je pars d'abord sur la résilience, pardon. Des fois, je parle un peu vite. Donc, la résilience du manager. Donc, en fait, le manager, on va développer, il va falloir qu'il s'astreigne et que l'entreprise l'aide à développer sa résilience individuelle. Sa résilience, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire sa connaissance de lui-même, sa capacité à comprendre quelles émotions il a à quel moment, sa capacité à réguler ses émotions, c'est-à-dire à pouvoir accepter ses émotions, les écouter, mais ne empêcher qu'elles prennent trop d'ampleur. Et donc, c'est très lié à la conscience de soi, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'ai cette émotion, pourquoi j'ai une émotion de peur, pourquoi j'ai une émotion de joie, et savoir quels signaux ça lui donne. Faire preuve d'un optimisme réaliste, parce qu'on parle beaucoup de positivité dans le développement personnel, et ça devient des fois un peu positivité bête. Et là, ce qu'on dit, c'est en effet, il faut avoir des pensées positives, il faut être capable de trouver le positif dans les événements, mais tout en restant réaliste. Être capable de développer ses relations et avoir un réseau de soutien, parce que quand on est face à un changement, une difficulté, il faut pouvoir s'appuyer sur son entourage. Faire preuve de flexibilité, d'acceptation, le mot avait été dit aussi. Être capable de gérer son stress, donc faire preuve aussi de prendre soin de soi, être capable à des moments de prendre du recul pour s'occuper de soi et prendre soin de soi quand on voit que le stress est trop présent. Faire preuve de persévérance face aux obstacles, mais à nouveau, pas de persévérance bête, c'est de la persévérance intelligente. S'il y a un obstacle qui est insurmontable, ça ne sert à rien d'aller en frontal, donc persévérance intelligente. Apprentissage continu, c'est important. On est dans un environnement où tout change. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de faire de la veille pour se tenir au niveau des changements en termes de compétences. Voilà. Et typiquement, ça a demandé, je reviens à l'agilité parce que c'est quelque chose que moi, j'ai bien vécu, mais voilà, de passer du mode projet à agile, projet traditionnel à agile. Et ça, il fallait l'anticiper pour ne pas se retrouver dépassé. Être capable de rebondir à l'échec. Et surtout, quelque chose de très important, être capable de trouver le sens. Trouver le sens pour soi et pour pouvoir aussi le donner à ses équipes. Voilà. Donc, rien de nouveau, j'ai envie de dire, c'est des compétences qu'on a toujours plus ou moins recommandé de développer. Mais c'est vrai que dans un environnement de changement, la résilience, elle passe par ça. La résilience personnelle du manager, elle passe sur travailler sur soi pour développer toutes ces qualités-là. Je passe vite sur quelques mythes qu'on voit parfois et je voudrais clarifier. La résilience, c'est développer toutes ces compétences, mais c'est pas tout accepter sans se plaindre. Parce que bien évidemment, c'est être capable d'alerter, c'est être capable de dire c'est pas possible, c'est être capable de dire je suis en souffrance ou mon équipe est en souffrance. Donc, être capable de communiquer ce qui est. Seuls les leaders naissent résilients, bien évidemment non.
Tout le monde peut développer sa résilience, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. La résilience n'est pas une qualité innée, à nouveau, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, il y a des gens qui naissent avec une meilleure résilience que d'autres, mais tout le monde peut développer sa résilience. Et j'ai envie de dire, c'est un travail, c'est un peu le travail de toute une vie, et c'est un travail du quotidien, mais où les entreprises peuvent accompagner et peuvent aider. Les personnes résilientes n'ont pas besoin de soutien. Au contraire, en général, les personnes les plus résilientes sont celles qui savent se faire aider, se faire soutenir, se faire accompagner. Et être résilient signifie ne jamais ressentir de stress? Non. Être résilient, au contraire, signifie ressentir de stress, mais être capable de l'accueillir, de l'interpréter et de mettre en place les actions qui permettent de le gérer et de mener les actions alignées avec les messages des émotions. Voilà, quelques mythes que je souhaitais lever pour être sûr qu'on soit bien clair sur ce qu'est la résilience. Je vous ai mis ici rapidement, je ne vais pas aller dans le détail parce que très certainement, si vous lisez de temps en temps des choses sur le développement personnel, on peut l'améliorer par ses pratiques personnelles, pratique de la gratitude, s'entourer personnellement, faire de la méditation, l'exercice physique va aider à développer sa résilience, mieux gérer son temps, améliorer son équilibre pro-perso, et puis travailler sa capacité à prendre du recul. Ça, c'est très important. On voit beaucoup de collaborateurs ou de managers qui sont surinvestis, ce qui est bien, c'est très professionnel, mais qui par moments aussi ont du mal à prendre du recul et à se mettre en protection et à réfléchir. Voilà. Donc vraiment apprendre à prendre de la distance et prendre soin de soi et voilà et se protéger, j'ai envie de dire, de ces changements qui peuvent être violents. Se protéger soi pour pouvoir aider les autres à se protéger. Ça vous parle? Ouais. Savoir s'entourer, qui est concerné? Des mentors, des assistants, des amis, des collabs. Bah, tout est dit là, en fait. Même des coachs. Je dis ça parce que je suis coach. Mais oui, savoir s'entourer, c'est dans tous les sens du terme. C'est savoir développer son... Alors, dans le monde perso et on va dire et pro, c'est savoir développer son réseau relationnel. Donc, c'est-à-dire savoir sur qui on peut s'appuyer, vers qui on peut aller quand on a une difficulté. Donc, dans le monde du travail, ça va vouloir dire connaître ses collègues un peu plus lointains, créer du lien un peu plus intime avec certains pour pouvoir aller s'appuyer sur eux quand ça ne va pas. Et puis, ça va être aussi professionnellement s'entourer, si besoin d'un mentor, si besoin on appelle ça mentor ou on appelle ça autrement, mais d'un manager bienveillant d'une autre équipe. Ou voilà, vraiment trouver toutes les ressources qui peuvent vous apporter de l'aide pour de la prise de recul, voilà, et connaître son organisation. Enfin voilà, donc travailler sur son réseau relationnel. Voilà. Et ça, bien évidemment, l'entreprise doit jouer un jeu. Hein. Quand là, je vous présente ça, je vous dis ce que vous pouvez faire personnellement, mais on y vient. L'entreprise doit accompagner les managers à développer cette résilience. Donc, l'objectif, ça va être de faire passer le manager, là, de manager à manager résilient. Et comment est-ce que l'entreprise va pouvoir vous accompagner, manager, ou accompagner les managers de vos organisations? C'est en vous aidant. Alors, il y a la culture, voilà, autour du développement personnel, du développement des soft skills, parce que là, on est vraiment sur la soft skill. Mais ça peut être aussi en vous donnant l'opportunité ou en donnant l'opportunité aux managers de bénéficier de coaching individuel ou de faire des formations de développement personnel, de faire des sensibilisations, voilà, et d'accompagner les managers, et vous verrez les salariés de la même façon, les collaborateurs, à prendre un certain recul et prendre soin d'eux et travailler leur équilibre pro-perso, etc., etc. Donc vraiment, donner les moyens à ce manager, parce qu'il va avoir un rôle important, de passer au rôle de manager résilient. Donc, voilà. Et donc, moi, mon message, c'est que à nouveau, dans le terme, pour que l'organisation soit résiliente, je dis le manager, mais c'est le top management, c'est tout le monde. En fait, et c'est pas nouveau, hein, enfin, ce que je vous dis, hein, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais le manager doit devenir un rôle modèle en termes de résilience. C'est-à-dire que si le manager n'est pas capable de gérer son stress, n'est pas capable de prendre du recul, il y a de fortes chances que les équipes soient en souffrance en dessous. Donc, il est important que le manager montre l'exemple en termes de résilience.
Voilà en ce qui concerne le manager. Alors, vous verrez qu'il a encore des rôles à jouer, on y reviendra. Mais là, on va apprendre le côté résilience de ses équipes. Est-ce que y a des questions ou des commentaires? Michel. Ouais, alors vous allez dire que je pinaille, mais vous utilisez le terme conscience de soi. Et pourquoi pas connaissance de soi? Parce que conscience, je pense que tout le monde a, j'espère. Mais connaissance de soi, moi j'aurais utilisé plutôt connaissance de soi en fait. Alors, mais bon, après je pinaille peut-être. Ouais, enfin non, enfin je pense que c'est pas pinailler, c'est une bonne remarque. En effet, c'est conscience et connaissance de soi, c'est-à-dire avoir conscience de ce qui se passe en soi et être capable d'en prendre conscience, de l'accepter, de l'analyser et de faire quelque chose avec. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Apprendre à écouter ses émotions, ne pas les enfouir. Sentir quand il y a du stress qui monte. S'il y a du stress qui monte, c'est qu'il y a une raison qu'il y ait du stress qui monte. Il faut l'écouter, il faut comprendre, il faut aller regarder pourquoi. Soit ça n'a rien à voir avec ce qui joue à ce moment-là. Ok, on peut le parquer peut-être et s'en occuper plus tard. Soit c'est bien qu'il y a quelque chose qui se passe. Ben, faut l'écouter, faut comprendre et il faut faire quelque chose avec. Et ça, malheureusement, on ne sait pas toujours bien le faire. Hein. Et moi, j'avoue que c'est un très, très long apprentissage et j'y suis pas encore. C'est l'histoire d'une vie d'apprendre à écouter ses émotions parce qu'on est dans une culture qui nous a appris à nous détacher de notre corps et à nous détacher des émotions. Et c'est pour ça que c'est important de faire l'effort, de se reconnecter un peu à soi pour pouvoir mieux absorber ce qui se passe et tous ces changements. Mais merci pour cette précision qui est fort justifiée. Je modifierai, je mettrai au moins / connaissance. De niveau de résilience, on l'a dit là quand il s'agit de l'équipe. Donc, on veut que l'équipe soit plus résiliente. Bien évidemment, il va falloir que les collaborateurs aussi soient résilients. Donc, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc aussi aux collaborateurs. J'ai fait un focus sur le manager parce qu'il doit être rôle modèle, mais c'est exactement la même chose. Il faut que l'entreprise, il faut que l'organisation, l'encadrement, les managers donnent les moyens à leurs collaborateurs aussi de développer leur résilience individuelle. Donc, le collaborateur, on doit l'aider à devenir un collaborateur résilient. Donc, ça va passer par la culture d'entreprise, ça va passer par le fait que le manager est rôle modèle. On peut aussi mettre à disposition du coaching individuel ou du coaching d'équipe, des formations, des sensibilisations. Voilà, il y a tout un arsenal qui peut être mis à disposition par l'entreprise vis-à-vis des collaborateurs pour les aider à travailler cette résilience. Excusez-moi, je parle un peu vite, ça s'emballe. Voilà. Donc ça, c'est pour les collaborateurs. Finalement, on est sur la même chose que ce qu'on disait pour le manager. Se comprendre, s'écouter, prendre de la distance, voilà, toutes ces compétences, ces savoir-être que le collaborateur doit développer. Sur l'équipe, et ben là, qu'est-ce qu'une équipe résiliente? Et je vous ai pas questionné là, mais vous avez certainement vos idées sur ce que c'est qu'une équipe résiliente. Une équipe résiliente, et on revient sur tous les termes que vous avez listés au début, hein, c'est une équipe qui est capable et peut-être que ça ne sera pas exhaustif, donc n'hésitez pas à rajouter, c'est une équipe qui est capable de s'adapter, c'est une équipe dans laquelle il y a de la cohésion et du soutien mutuel, où les collaborateurs, s'ils rencontrent une difficulté, peuvent s'appuyer les uns sur les autres. C'est une équipe dans laquelle il y a de la communication ouverte et honnête. Il y a la capacité à prendre de l'expérience, c'est-à-dire que un échec n'est pas un échec, mais l'occasion de faire le point sur une situation, de prendre du recul, d'apprendre quelque chose et de décider, de définir ensemble comment on agira la fois d'après. C'est une équipe dans laquelle il y a du bien-être, du plaisir à travailler, une capacité à gérer le stress. Et donc ça va passer aussi sur des moments qui permettent aux équipes de se connaître autrement que purement professionnel, mais aussi pouvoir avoir des moments de convivialité. C'est une équipe qui est orientée solution, qui va pas focaliser sur les problèmes, mais plutôt travailler sur les solutions, voilà, et éviter de faire monter le stress en ne se préoccupant que des solutions. C'est une équipe dans laquelle il y a de la confiance et de la responsabilisation, parce que dans un environnement qui s'accélère, il est certain que le manager, par exemple, ne peut pas être au courant de tout ce qui se passe et
doit apprendre à gérer différemment et à faire plus confiance à ses équipes, à plus déléguer pour que les organisations soient plus efficaces, plus efficientes, et puis aussi pour que les collaborateurs y trouvent du bénéfice personnel, de la reconnaissance, etc. Et j'ai pas mis reconnaissance, mais c'est une équipe où il y a de la reconnaissance, donc du leadership positif, donc un leadership où on aide les gens à grandir, à être bien, à trouver leur place. Est-ce que ça vous parle, une équipe solidaire? Tout à fait. Merci Jean-Luc. Je ne sais pas s'il y a d'autres termes qui vous viennent et d'autres, voilà, mais je pense que vous voyez bien self-awareness, conscience de soi, connaissance de soi, confiance de soi, mais en traduction littérale, ne reprend que ce soit ça. Ok. Merci Thomas. Voilà. Donc une équipe résiliente, je vais y arriver. C'est une équipe qui fait preuve d'un certain nombre de qualités, qui sont des qualités qu'on promeut depuis longtemps dans l'entreprise, hein, mais à nouveau, là, qui prennent encore plus d'importance. Et là, je reviens donc au rôle du manager parce que, bien évidemment, le manager va jouer un rôle. Dans le fait d'accompagner ses collaborateurs dans le développement de leur résilience. On le disait, l'entreprise doit aider, mais le manager, en étant un rôle modèle et on va le voir, en accompagnant vraiment ses collaborateurs, va pouvoir contribuer à développer leur résilience. Et puis, il va contribuer à développer cette résilience collective en créant cette équipe résiliente. Voilà. Et je vais accélérer un peu parce que je vois que je suis longue. Donc, accompagner ses collaborateurs à développer leur résilience, ça veut dire développer là encore des soft skills, des savoir-être autour de l'écoute active, l'empathie, savoir faire du feedback constructif, savoir utiliser les questions puissantes pour impliquer le collaborateur dans la réflexion et pas lui imposer les choses, et puis l'aider à développer ses talents, à être dans l'apprentissage continu. Alors, une question puissante, en fait, ce qu'on appelle les questions puissantes, c'est vraiment le fait de ne pas apporter la réponse à son collaborateur, de lui poser la question qui va lui permettre de trouver ses solutions. Et nous, en coaching, on utilise beaucoup des questions comme, par exemple, un collaborateur qui est face à une difficulté, l'amener à réfléchir sur qu'est-ce que ça, par exemple, cette situation-là, ou cette réaction que tu as eue, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Au lieu de lui dire, moi, je pense que ceci, cela, vraiment, on va l'amener à, voilà, là, tu t'es senti en stress. Qu'est-ce que ça dit de toi, en fait? Qu'est-ce que c'est aller chercher chez toi? Voilà. Donc, ce qu'on appelle des questions puissantes, en fait, c'est toutes ces questions qu'on va pouvoir apporter à son collaborateur qui vont l'aider à trouver ses propres réponses et pas vos réponses. Parce qu'en fait, c'est très lié à la délégation, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le manager même moi, en tant que manager, j'avais tendance à pousser mes méthodes et apprendre à comment est-ce que je peux accompagner le collaborateur à trouver la meilleure méthode pour lui. C'est ça, en fait, les questions puissantes. C'est les questions qui l'aident à faire un shift, en fait. Voilà, donc à nouveau des soft skills, pareil, rien de nouveau, hein, c'est des compétences qu'on développe depuis des années auprès des managers, mais qui prennent là encore plus d'importance. Et c'est que nous, on appelle la posture de coach. On va être amené à faire passer nos managers d'un rôle de manager à manager coach. Et on commence à voir dans certaines entreprises, chez GRDF, on voit des managers maintenant qui ont le titre de manager coach. Donc, il y a une prise de conscience autour du fait que le rôle de manager évolue. Là, pareil, pour aider le manager là-dedans, ça peut être du coaching individuel, ça peut être des formations de coach. Et on voit aussi de plus en plus d'entreprises offrir à leurs managers des formations de posture de coach. Donc pour vraiment aller travailler ces compétences un peu particulières que moi j'ai développées dans mes formations de coaching, mais que je peux aussi aider à faire prendre à des managers. Thomas. Oui, bonjour, merci pour la parole. Non, je voulais juste témoigner sur cette partie des questions puissantes. J'ai eu la chance de suivre une formation avec un coach assez exceptionnel là-dessus et ça a vraiment permis de développer les personnes. Par contre, c'est un outil et c'est pas l'alpha et l'oméga, on va dire, de ce coaching, parce qu'il y a je le constate là dans mes équipes actuelles, où des personnes qui sont absolument hermétiques à ce fonctionnement-là. Ils n'arrivent pas en fait à comprendre le sens des questions et de chercher en eux-mêmes. Et même si ça travaille dans la confiance, même si on est dans une confiance, ça ne marche pas pour tout le monde. Donc il faut être très prudent aussi avec cela. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience.
Ouais, et merci pour ça, hein, parce que et je pense que ce que j'ai dit est vrai, enfin ce que Thomas vous dit est vrai pour tout ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire que on va être face à des gens qui vont avoir une capacité plus ou moins importante à faire preuve de résilience et chez qui on n'arrivera pas à développer cette connaissance, cette conscience et cette connaissance de soi, ou cette capacité à être à l'aise face à des questions puissantes, ou à l'aise face à certains types de feedback, ou voilà. Donc bien évidemment, le manager doit continuer à s'adapter à ses ressources, mais c'est donner des outils un peu différents de ce qu'on avait l'habitude de donner aux managers, là typiquement avec la posture de coach, pour pouvoir accompagner au mieux ses équipes. Mais merci pour ça, Thomas. Rien. Voilà. Et puis le dernier rôle du manager, bien évidemment, ça va être développer la résilience collective de l'équipe. Et là, à nouveau, pas grand-chose de nouveau parce que finalement, vous allez voir, les compétences, c'est un peu toujours celles dont on a parlé avant, mais il s'agit là en fait de passer de manager à leader, mais un leader positif. Voilà, un leader résilient, positif, qui va viser en fait une chose pour moi, qui est faire en sorte que l'équipe n'ait jamais, alors en coaching, on doit jamais dire jamais parce que le jamais n'existe pas, mais faire en sorte que l'équipe n'ait pratiquement jamais le sentiment de subir. C'est-à-dire faire en sorte que l'équipe comprenne pourquoi elle est là, trouve du sens, se sente impliquée dans les décisions, voilà, et confiance dans son manager, parce qu'à certains moments, on ne peut pas faire ça. Et j'ai conscience que je vous décris un peu un monde idéal. À certains moments, on ne peut pas expliquer tout, etc. Mais donc, créer vraiment cet environnement de confiance, cette communication pertinente et transparente, où à un moment, un manager est capable de dire, d'habitude, je vous explique tout, là, je ne peux pas vous expliquer, il faut que vous me fassiez confiance. Cet esprit d'équipe qui fait vraiment qu'il y a une mayonnaise qui prend au sein de l'équipe. Offrir un environnement sécurisé, pour moi, c'est très important. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans mes coachings, par exemple. C'est que il faut être capable de créer un environnement dans lequel les gens se sentent bien, se sentent capables de faire, parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs autour. Énormément de reconnaissance. Les gens sont en manque de reconnaissance avec 30% de gens qui souffrent au travail, qui expriment souffrir au travail, ils ont besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est pas obligatoirement une prime, hein, c'est dire bonjour le matin. Et certains managers pris dans le stress, dans le rythme, oublient de juste dire bonjour et reconnaître la personne le matin, être capable de gérer les conflits. Rien de nouveau, mais vraiment, ça prend encore plus d'importance que ça n'en a eu. Et comme je le disais, là on dit, pour moi, c'est passer du manager résilient au leader résilient. Pareil, accompagner ces managers, parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec beaucoup de managers qui, par le jeu des réorganisations, n'ont pas obligatoirement toutes les compétences et les savoir-être du manager et sont parfois très en souffrance. Et donc moi, je vous recommande de les accompagner, ces gens-là, parce que tout le monde peut développer des compétences de management et de leadership, mais c'est pas inné, ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe petit à petit. Et donc, ne pas hésiter à faire appel au coaching individuel, coaching d'équipe, là, typiquement, pour retravailler avec le manager et son équipe, ou des formations de leadership. Voilà. Donc, j'arrive plus ou moins à la fin de ma présentation. Donc, et il y a peut-être des questions, j'ai pas regardé sur donc tout ce qui est résilience collective. Ça n'a pas l'air. Ok. Donc, en gros, plus ou moins 2 slides de conclusion. Face au changement, ce qui est sûr, c'est que les entreprises ont besoin de développer cette résilience pour survivre et pour prospérer. On ne va pas arrêter les changements. Donc, il faut qu'on accompagne au mieux les organisations à développer, alors là, j'ai écrit les soft skills, leur savoir-être, les compétences personnelles des collaborateurs et des managers pour arriver à intégrer cette résilience. Les managers jouent un rôle clé. Ils l'ont toujours joué, mais moi, je pense que dans ce contexte, c'est encore plus important. Et on veut que ces managers deviennent des vrais leaders, coachs, authentiques et résilients pour accompagner leurs équipes dans ces transformations. Il y avait Michel qui voulait prendre la parole. Ouais, c'est encore moi. Avec plaisir. J'ai pas vu, mais peut-être j'ai loupé un slide où on n'a pas parlé de la sphère personnelle. Or, la résilience dans le milieu professionnel,
elle est très assujettie aussi à la résilience du côté personnel. Ce que je veux dire, c'est que vous avez un socle personnel et normalement, le milieu professionnel ne vient qu'au-dessus. Et si le socle personnel est pas du tout, on va dire, résilient, c'est le terme d'aujourd'hui, de toute manière, le socle professionnel ne le sera pas. Vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez en place. Et donc, j'ai pas vu pas vu cette notion-là. Pour moi, elle est fondamentale, en fait. Alors, j'en ai parlé en donnant des éléments qu'on peut mettre en place pour sa résilience personnelle. Donc, en effet, la résilience personnelle joue un rôle, mais il est difficile de demander aux collaborateurs d'aller développer leur résilience personnelle. C'est quelque chose de compliqué. Il est dans l'intérêt de l'entreprise, donc il faut les sensibiliser. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas suffisant et qu'il faut aussi leur donner des moyens. Voilà. En fait, mais je suis tout à fait d'accord, Michel. Sans résilience personnelle, c'est difficile d'aller les développer en entreprise, mais on a quand même des moyens pour les aider. Oui, en fait, ou alors peut-être je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que ces outils-là, en fait, ils servent pour les de résilience. Oui. Et que même souvent, on peut vivre des expériences dans le milieu personnel qui nous permettent à être plus résilients et qui nous servent dans le milieu professionnel. Exactement. Et vice-versa. Ouais. Mais il faut bien se rendre compte que les deux sujets sont liés et qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et c'est pour ça que depuis le début, j'insiste vraiment sur savoir-être, soft skills, etc. Parce que pour moi, on est vraiment dans le domaine du développement personnel qui en lien avec l'entreprise. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, je me considère comme une coach en développement personnel et professionnel parce que les deux sont liés et moi, je ne sépare jamais. Et moi, je travaille beaucoup sur les problématiques équilibre pro-perso, etc. Parce qu'en fait, là, on est sur de la matière qui, en effet, est très poreuse entre le personnel et le professionnel. Et merci d'apporter ça, Michel. Si, et après, je vais arrêter parce que c'est un sujet qui je trouve passionnant et on passe des jours dessus. Moi, il y a un mot que j'adore sur le sujet, c'est l'équilibre. Ouais. C'est-à-dire il faut absolument arriver à un équilibre. J'appelle ça l'équilibre personnel. En fait, c'est être bien dans sa peau. C'est uniquement quand on est bien dans sa peau qu'on peut justement manager des équipes et faire en sorte qu'autour de vous, tout va bien. Si vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça devient très compliqué à faire d'une manière collégiale. Voilà, puis je vais arrêter sur ce sujet. Non, mais c'est très intéressant et c'est un sujet qui me passionne, Michel, avec plaisir pour en discuter en dehors, parce que moi, je travaille énormément sur cet équilibre et moi, je parle même d'équilibre pro-familial et perso. Et même d'harmonie pro-familiale et perso, parce que finalement, c'est pas un équilibre, parce qu'on n'est jamais en équilibre, mais c'est même au-delà, parce qu'on voit aujourd'hui que maintenant, les gens travaillent beaucoup sur l'équilibre professionnel et familial, mais que les gens s'oublient. Voilà, donc il y a tout un sujet autour de ça. Et quand je parle de prendre soin de soi, gérer son stress, c'est de ça dont on parle. Prendre du recul, c'est vraiment de ça dont on parle. Mais merci pour ça. Alors, ça c'est un sujet très très important et je pourrais venir vous faire avec plaisir une présentation sur la zone de confort, ça me passionne aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour évoluer, on a besoin de sortir de sa zone de confort, mais la sortie de zone de confort implique du surmenage mental, de la mise en difficulté, etc. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement personnel nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il ne faut pas toujours être en dehors de sa zone de confort parce que c'est là qu'on génère de l'épuisement et c'est là qu'on génère des burn-out, du surmenage mental. Donc, la sortie de zone de confort, elle est intéressante quand on veut aller chercher des nouvelles compétences, quand on veut aller se développer et quand c'est choisi. Mais quand on met un collaborateur en dehors de sa zone de confort de manière imposée parce qu'il y a une réorganisation et qu'on n'a personne à mettre à cette place et qu'on met quelqu'un en dehors de sa zone de confort, là, on le met dans une situation qui est insupportable pour lui et qui peut générer de très fortes souffrances mentales. Donc, oui, pour la zone de confort, mais quand elle est choisie et quand elle est vraiment dans un objectif de développement et pas juste la conséquence d'une réorganisation, par exemple. Et pour éviter la sortie de la zone de confort brutale, le moyen, c'est la montée en compétence. Donc, en fait, c'est la sortie de la zone de confort pas à pas, via une formation, via une préparation à la prise de poste.
Et en fait, ce que je suis juste en train de dire, c'est que si vous voulez amener quelqu'un, par exemple, à prendre un rôle de manager, on le balance pas manager comme ça, on le décrète pas manager comme ça. On l'accompagne avec des formations ou un coach qui va l'aider à développer sa posture de manager pour que quand il arrive à son poste de manager, il soit passé par des sorties de zone de confort, mais pas à pas, et il n'ait pas été en souffrance. Voilà, parce que si vous le catapultez, vous le sortez de sa zone de confort et il risque de cracher en fait. Voilà. On arrive on est très à la fin. Donc, ce que j'en profite juste, comme je suis venue à vous pour vous dire si vous avez besoin de développer la résilience de vos équipes, de vos managers, c'est un sujet, comme vous l'avez vu, qui me tient à cœur. Moi, je travaille donc avec les entreprises de 3 façons différentes. Je fais du coaching individuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sujet qui m'intéresse énormément, c'est la résilience, mais je suis surtout experte en remise en mouvement d'équipe. En remotivation, j'ai fait ça en fait une grosse partie de ma carrière chez Sanofi. On m'a confié des équipes qui étaient à l'arrêt. J'ai clarifié la situation, redéfini les processus d'organisation, été défendre un budget, remobiliser l'équipe, remis l'équipe en mouvement. C'est quelque chose qui me passionne. Et c'est quelque chose que j'adore accompagner. Voilà, donc soit en coaching individuel, donc pour des managers qui prennent un poste, pour des collaborateurs qui sont à l'arrêt, voilà, pour une équipe à l'arrêt, donc en individuel ou en collectif. Donc, je peux vous accompagner avec une équipe qui a un problème de résilience, qui est en souffrance, ou une équipe qui est en perte de vitesse et que vous voulez, voilà, donc ça peut être un accompagnement individuel avec le manager et collectif avec l'équipe. Tout ça, c'est flexible. Et puis, je fais aussi des formations, donc des formations en développement personnel et à la posture de leader et de coach. Donc, sur l'assertivité, la résilience, l'écoute active. Et pour ceux qui seraient intéressés, parce que je l'ai mentionné par une formation, envoyer leur manager en formation de coaching, je suis en partenariat avec une école de formation de coaching. Et dans ce cas-là, pour clôturer, puisqu'on a parlé de la résilience personnelle, moi, je vous donne juste un petit exercice à faire pour ceux qui ne l'ont jamais fait pour développer votre résilience. C'est un exercice que moi, je reprends à certains moments. Là, en ce moment, c'est vrai que je le fais plus, mais c'est le journal des gratitudes. Certains en ont certainement déjà entendu parler. Ça peut vous paraître un outil, voilà, encore un outil de développement personnel, mais c'est en fait assez puissant. C'est prendre 5 minutes par jour, matin ou soir, pour faire vos gratitudes. Alors, les écrire, en ce qui me concerne, c'est plus puissant. C'est à vous de voir, mais dès que chercher les mots, ça permet souvent de réfléchir et d'ancrer. Donc, écrire 3 gratitudes, ça veut dire 3 choses dont vous êtes heureux, 3 victoires, 3 succès, 3 ce que vous voulez. Et le mettre sous forme de gratitude, c'est-à-dire de remercier vous-même, si c'est vous qui avez été performant, de remercier une personne qui vous a aidé à faire quelque chose, ou même remercier l'univers, si vous voulez. Ça vous permet aussi de prendre conscience de votre réseau relationnel et sur qui vous pouvez vous appuyer, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre des petits moments pour travailler vos gratitudes. Et ça, c'est un des exercices qui peut développer la résilience, mais j'en ai plein d'autres à vous proposer. Et ça sera un plaisir de vous en présenter d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous remercie à vous pour votre écoute. C'était un grand plaisir pour moi. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.